Bienvenue dans cette masterclass. Désolé pour l'attente, on avait un petit souci technique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est parler recrutement, comment faire de la diversité des profils un levier de performance et d'attractivité en entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Audehier, président de JLO, qui va se présenter et présenter son entreprise. Oui, alors je suis donc Jean-Luc Audehier, président du groupe JLO, que j'ai fondé en 2005. J'ai un parcours dans la fonction RH. J'ai notamment été DRH exécutif pour Castorama France et DRH pour Darty, pour les filiales Rhône-Alpes. Je vais vous parler très rapidement de ma légitimité à aborder la thématique des diversités. J'ai créé en fait le groupe JLO en 2005 et notre champ d'intervention dans toute l'étape de démarrage a été le développement des politiques d'emploi des personnes en situation de handicap. Et rapidement, en fait, quand on questionne le champ du handicap, on se dit que c'est une des thématiques de la diversité. Donc, on est rapidement intervenu sur l'ensemble des sphères composant le champ des diversités. J'insiste, moi, sur la notion de des diversités, et notamment les questions d'égalité professionnelle femmes-hommes, et puis les sujets aussi comme l'emploi des juniors, l'emploi des seniors, l'intergénérationnel, la question LGBT dans l'entreprise, enfin l'ensemble de ces thématiques particulièrement riches. Quelques éléments sur la typologie des interventions qu'on peut mener sur le champ des diversités dans le cadre de l'accompagnement des entreprises et des organisations, parce que c'est un élément important. Donc, on intervient sur du diagnostic diversité, handicap, égalité professionnelle. On intervient bien sûr sur le champ de la prévention des discriminations et on reviendra un petit peu sur ce sujet. La promotion des diversités à travers les actions de formation pour les managers, le développement de la politique d'emploi des travailleurs handicapés, tout ce qui concerne l'accompagnement au label AFNOR, égalité professionnelle et diversité, qui s'appelle maintenant dans le cumul des deux, le label Alliance, et puis le développement bien sûr des politiques d'égalité professionnelle hommes-femmes. Mais on n'est pas là pour parler du groupe JLO, on est là pour parler du sujet du recrutement et de la richesse de la diversité. Merci Jean-Luc pour cette introduction. J'invite aussi ceux qui souhaitent poser des questions pendant la masterclass. J'ai accès du coup au fil de discussion. Donc je pourrais essayer d'en prendre quelques questions. Tout d'abord, on voulait revenir sur le contexte, le contexte professionnel notamment. Comment tu définirais la diversité? Est-ce qu'il est pertinent de parler de diversité au pluriel? On parle des fois d'un cadre légal, mais la diversité, c'est peut-être un peu plus que ça. Alors c'est beaucoup plus que ça, en sachant que le législateur, en droit français a fait le choix de rentrer par la petite porte qui est celle de la prévention des discriminations et pas, de la promotion des diversités. Enfin les textes de loi, c'est, l'entreprise se doit de ne pas, discriminer, les candidats et ses collaborateurs sur un certain nombre de critères. On reviendra sur, ces éléments. En fait, il y a un contexte très particulier, aujourd'hui dans le recrutement, qui est, la pénurie de ressources. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler de ce sujet, dans la presse, enfin dans, la presse, audiovisuelle ou, dans, la presse écrite, avec une rareté du candidat qui est particulièrement importante, hein. Je vous ai mis, dans le support de présentation quelques données quantitatives, qui sont, importantes. Hem, 61 des employeurs rencontrent des difficultés de recrutement contre 57,9 en 2022. Les motifs selon les recruteurs, c'est 85 un manque de, candidatures, 79 des profils en inadéquation avec les attentes, 37 des problématiques de conditions de travail par rapport aux candidats, 23 de déficit d'image de l'entreprise, 16 de manque de moyens financiers et 16 d'accès au lieu de travail. Et là, c'est tous les éléments liés au transport. Et certains secteurs d'activité plus que d'autres rencontrent des difficultés comme la construction, l'industrie, les services, la restauration, enfin, les services à la personne, la restauration et les transports. Je vous ai mis systématiquement dans les données les sources, hein, de ces éléments. Si on revient du coup sur le sujet de diversité, souvent on associe ça aux discriminations aujourd'hui. Quel est le cadre légal et notamment sur la prévention des discriminations? Alors, le législateur a fixé des critères très stricts contre lesquels l'entreprise doit mener une politique de prévention des discriminations.
Le nombre de ces critères qui étaient bien en deçà des 25 dans la phase de démarrage est aujourd'hui, donc, comme vous le voyez sur le support, de 25 critères de discrimination. Un certain nombre qui regroupent les sujets de l'identité, de l'état civil et de la résidence, tels que le nom de famille, l'âge, la situation de famille, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, et puis la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique des personnes. Vous avez des critères qui sont en lien avec l'origine et la langue, donc l'origine au sens ethnoculturel du terme, la nation, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, la prétendue race et la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Et puis, vous avez des critères en lien avec le sexe et le genre, donc le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Vous avez des critères en lien avec l'opinion, les croyances et les habitudes de vie, donc les opinions politiques, bien sûr les activités syndicales, ou mutualistes, l'exercice d'un mandat électif local, les convictions religieuses, les mœurs, la qualité de lanceur d'alerte, qui a été introduite dans le Code du travail en 2022, et puis tous les éléments liés à la santé physique et à l'apparence. Le handicap a été un des premiers critères qui a été prévu par le législateur, l'état de santé, l'apparence physique qui a été aussi introduit plus tard, la grossesse, les caractéristiques génétiques et des éléments sur la perte d'autonomie. On voit bien que, ces éléments ont évolué, dans le temps, mais pour moi, on ne mène pas une politique diversité en s'intéressant uniquement à ces 25 critères, puisque la diversité, ça peut être autre chose et on reviendra, rapidement sur le sujet. On fait quand même beaucoup de critères. Oui. J'imagine que et c'est quoi un peu les données un peu quantitatives sur la discrimination en France? C'est marginal? C'est secondaire aujourd'hui dans les entreprises? Non, non, c'est, pas marginal puisque, vous avez, différentes enquêtes qui ont été menées par des instituts de sondage ou, des, grosses structures de conseil. Une enquête de l'IFOP en 2021 dit que 21 des salariés en recherche d'emploi ont été victimes d'une discrimination à l'embauche, donc 1 sur 5. On n'est quand même pas sur une proportion, banale. Une autre étude, réalisée par le défenseur des droits sur un public de jeunes en recherche d'emploi, 18-34 ans, dont 49 des interrogés déclarent avoir été personnellement témoins de discrimination dans le milieu professionnel et 34 de la discrimination faite l'a été durant le processus de recrutement. Donc on voit bien que ce n'est absolument pas, marginal et là, c'est une étude menée par le défenseur des droits, dans le cadre de son 14e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi de, 2021. Enfin, j'ai encore 2 autres études, hein, notamment une menée par À compétences égales et Monster, dédiée aux discriminations liées aux origines, sociales, qui précise que 90 des candidats estiment que l'origine sociale a un impact sur le déroulé de leur carrière et 27 d'entre eux estiment que le recrutement est l'étape où les discriminations sont les plus présentes. Et je m'en arrêterai là pour, les enquêtes sur le sujet de la discrimination, mais tout ça nous montre que, c'est loin d'être marginal, au moins dans les perceptions des candidats. Le cabinet Deloitte, dans une étude de 2019, explique que les entreprises engagées dans une démarche d'inclusion ont près de 60 de chances de voir leur profit et leur productivité augmenter et d'avoir une meilleure réputation. Et là, on est du côté de la force positive et pas de la force obscure des enquêtes précédentes dont je parlais qui traitaient de la réalité des discriminations. Là, ouvrir la diversité dans son entreprise, c'est aussi travailler sur la richesse et la capacité à développer une compétence qui est plus large. Et l'étude complète en précisant 40 des dirigeants et des DRH estiment que la direction doit être le principal sponsor de la diversité. Et je trouve que ces chiffres sont des chiffres très parlants. À t'écouter, bon, j'ai l'impression du coup que ce sujet est très mal intégré aujourd'hui dans la plupart des entreprises, parce que sinon on n'aurait pas des chiffres aussi élevés. Mais quelles sont aujourd'hui les obligations du coup qu'ont les entreprises vis-à-vis de ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si elles sont mal intégrées par les entreprises. En tout cas, une partie des candidats a le sentiment que
la question des 25 discriminations peut être ou des 25 critères de discrimination peut être un choix le processus de sélection et je pense qu'effectivement, l'entreprise, elle doit améliorer sa marque employeur. On reviendra tout à l'heure sur cette, notion. En fait, il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'employeur en matière de diversité. On va, citer les 3 principales. Une obligation de non-discrimination, je l'ai abordé, c'est ne pas discriminer sur l'ensemble des 25 critères. Une obligation d'affichage des textes sur la non-discrimination, y compris pour le recrutement dans les entreprises de plus de 20. Et l'obligation de formation des personnes en charge de recrutement tous les 5 ans au recrutement sans discrimination pour les entreprises de plus de 300. Donc là, pour moi, ça, c'est un levier particulièrement fort, c'est-à-dire que si on veut donner le sentiment aux candidats que, le recrutement est basé sur le champ des compétences et des performances, qui est le seul sujet en fait qui doit intéresser l'entreprise, hein, tous les autres sujets, de la sphère privée, ne n'ont pas leur place dans, l'entreprise. On doit former les managers et les RH sur ces sujets-là. Vous avez concernant le handicap des textes spécifiques avec une obligation d'emploi, quel que soit enfin pour les entreprises de plus de 20, d'un, taux d'emploi de 6 de personnes en situation de handicap et l'obligation, bien sûr de déclaration, des, travailleurs handicapés employés dans les établissements et l'obligation, d'aménagement raisonnable des postes de travail et de façon relativement récente, la nomination d'un référent handicap dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça aussi, c'est un facteur de promotion des diversités puisque là, toute personne en situation de handicap peut avoir un accompagnement et un accompagnant sur la situation de handicap. Et puis vous avez des textes, alors pour le coup extrêmement nombreux sur les sujets de l'égalité professionnelle, avec l'obligation, d'affichage. Vous voyez les effectifs d'assujettissement ou les seuils plutôt, qui apparaissent en bas, l'accord sur l'égalité professionnelle ou les plans d'action, la communication de l'index égalité et obligation de résultat à 3 ans, et puis la nomination d'un référent sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans les entreprises de plus de 300. Et puis vous avez bien sûr la commission égalité professionnelle au CSE et l'atteinte d'un minimum de 30 parmi les cadres, de 30 de femmes parmi les cadres dirigeantes et dans les instances dirigeantes en 2027 et 40 en 2030. Alors ça, c'est une vraie difficulté, hein. C'est comment on promeut dans les instances dirigeantes des femmes quand dans la strate N-1, vous n'avez pas de femmes. Donc il y a un vrai travail pour certaines entreprises sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, il suffit de regarder quelques plaquettes institutionnelles. Parfois, on se rend vite compte de la difficulté de développer une politique diversité quand vous avez un conseil d'administration d'une structure quelle qu'elle soit, dont la majorité des représentants sont des mâles blancs de plus de 50 ans qui sont très stéréotypés, hein. Il y a tout un panel du coup d'obligations. J'ai quand même l'impression, de mon point de vue aussi, que souvent, par exemple, si on prend l'obligation d'emploi à 6 des travailleurs handicapés, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de structures qui a réussissent à avoir ce taux-là. Mais c'est quoi les sanctions derrière si on ne Alors, respecte pas tout ça? je corrige le point parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et il y a 2 critères en fait où on suit, les sujets. C'est la question effectivement du handicap, puisqu'il y a une obligation, de déclaration, annuelle. Il y a une obligation de résultat fixée par le législateur, puisque là, les entreprises qui n'atteignent pas le taux de 6 doivent verser une contribution à l'AGEFIP. Donc il y a quand même une dynamique qui a été, impulsée par l'AGEFIP de façon très forte, depuis la loi de 87 et la création, du fonds, alors le FIPHFP dans la fonction, publique pour que les entreprises s'approprient, le sujet et on voit une constante évolution du taux d'emploi, dans, les entreprises et le sujet de l'égalité professionnelle parce que ce sont des sujets, contrairement à d'autres, sur lesquels on peut établir des statistiques. On ne peut pas établir de statistiques sur l'ethnoculturel, sur la base des noms, et cetera, donc ça complique un petit peu, l'analyse de ces situations. Je reviens sur les sanctions. On ne va pas les développer, de façon, détaillée, vous les avez, dans le support. Il faut rappeler simplement qu'il y a une obligation de non-discrimination qui est pénalement sanctionné pour l'employeur avec des amendes majorées en cas de récidive. La charge de la preuve, c'est au pénal le plaignant qui doit prouver de la discrimination et il y a des sanctions aussi au civil. Et là, c'est le plaignant apporte des éléments de fait et la partie défenderesse, c'est-à-dire l'entreprise, doit démontrer qu'il n'y a pas de discrimination. Et la personne, pardon, je reviens sur un point important, la personne a 5 ans
pour, porter plainte à partir du moment du fait. Voilà un petit peu les sanctions. Mais moi je le redis ça, quand on en est aux sanctions ou quand on en est à la promotion ou la prévention des discriminations, c'est qu'on n'aborde pas le sujet par la bonne clé d'entrée. La bonne clé d'entrée, c'est pas l'obligation, légale, qui, bien sûr est un élément qui, est important dans la dynamique, c'est, la croyance en la richesse de, la diversité dans, ces équipes. C'est ça qui doit être le moteur, c'est de considérer que la diversité comme, nous le montre, l'étude du, cabinet Deloitte, elle a un facteur, d'évolution ou de qui permet de favoriser la croissance et la performance sociale et économique de l'entreprise. Justement, c'est une bonne transition. On a essayé de, du coup, de poser un peu le contexte de la diversité, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, les obligations, les sanctions. Bon, maintenant, le sujet de la masterclass, c'était de se dire, on a un contexte de recrutement qui est quand même très compliqué. Si derrière, on n'arrive pas à faire de la diversité un levier pour faciliter le recrutement, on risque de pas bien s'en sortir, en tout cas quand Oui. on est dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, si on va essayer de rentrer un peu dans le sujet, notamment des stéréotypes. Alors les stéréotypes, ce sont les premiers biais, en fait, dans le process de recrutement, c'est-à-dire que tu, vas évaluer la personne à l'aune d'une représentation que tu peux avoir sur un critère qui peut être le genre. Les femmes sont plus souvent absentes. Les femmes vont nous obliger à tenir des réunions beaucoup plus tôt et s'arrêter beaucoup plus tôt dans la journée. Elles vont tomber enceintes et toute cette partie-là, aujourd'hui, sont des éléments qui ne doivent pas être pris en compte et qui sont que des représentations fausses. Alors, il y a une réalité. Sont plutôt les femmes qui tombent enceintes globalement. Mais au-delà de cette notion-là, on doit déconstruire et tout le travail de formation des recruteurs et des managers doit déconstruire les stéréotypes qui sont liés à toutes les catégories. On entend beaucoup de choses sur les générations X, Y, Z, sur l'évolution de la relation au travail. Je suis intimement convaincu, et certaines études commencent à le démontrer, que la question de l'évolution de la relation au travail et des attendus par rapport au travail évolue, quelles que soient les catégories d'âge dans lesquelles on se situe. C'est une évolution sociétale. Alors, Jean-Luc, on a un problème de micro, on va s'échanger. Ah, Ils m'entendent pas. Non, on va, on va s'échanger du coup le micro. Bon, désolé, on a un petit cacafouillage. Apparemment, du coup, vous ne nous entendez pas. On va s'échanger le micro pour poser les questions. Du coup, on était sur la question des stéréotypes. Si on parle maintenant de la question de la diversité et de l'intérêt, en quoi est-il intéressant aujourd'hui de promouvoir la diversité? alors, on va avoir un petit temps d'adaptation là avec les micros qu'on va se passer. On enchaîne les soucis techniques, mais c'est ça le direct. Quel est l'intérêt de la diversité? Alors je le disais tout à l'heure, le premier intérêt, de la diversité, dans, le contexte, actuel de pénurie, de candidats, c'est d'ouvrir le champ des possibles en matière de profil, hein, de façon, très importante. Ben, si, vous, recrutez, des hommes, des femmes, vous avez plus de probabilités, d'avoir, un maximum de candidats. Si vous recrutez des juniors et des seniors, c'est exactement la même chose. Je dirais qu'il y a 3 niveaux, d'action. C'est ce que je disais, soit on rentre par, la petite porte, c'est lutter contre les discriminations et c'est essentiel, dans, les structures, pour lesquelles existe de la discrimination, hein, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape qui est de promouvoir l'égalité des chances et il y a une troisième réelle opportunité qui est d'œuvrer pour la diversité. Et là, c'est pour moi le concept de la diversité bien au-delà des 25 critères prévus par le législateur. La diversité, c'est par exemple quand on est sur un métier spécifique. Alors moi, je recrute des ergonomes et des psychologues du travail. Alors ce sont des métiers dont l'appellation est non genrée, hein. J'ai fait le choix depuis le début de la création du cabinet et j'ai dû recruter une centaine de personnes sur chacun des métiers, de ne jamais Recruter recruter systématiquement systématiquement. sur Par contre, il y a un écho. Alors, j'ai J'ai fait le choix, pardon, de ne jamais recruter systématiquement sur les mêmes écoles de formation parce que chaque école de formation a une obédience, j'allais dire, de pensée.
Et la richesse de la diversité, c'est aussi d'ouvrir ces profils différenciants. On prend un exemple concret, une réunion d'énarques, ça produit une réunion d'énarques. Si il y a des énarques et des gens qui ont d'autres profils, ça produit des résultats différents. C'est une question de bon sens en fait, hein, la question d'agir pour les diversités. Donc on a, j'espère, résolu le problème de micro. J'espère que vous m'entendez sur les questions. On voulait enchaîner du coup sur aujourd'hui le lien. Quel lien en fait on peut faire réellement entre diversité et performance? Alors, je le disais, hein, on rejoint l'équipe, enfin excusez-moi, on est toujours sur les problèmes techniques, donc du coup j'ai perdu le fil. Décidément, ça sera la masterclass à souci. Donc sur diversité et performance, là, je reviens moi à ce que disait l'étude du cabinet Deloitte. Hein, il y a un réel lien entre diversité et performance parce que les clés d'entrée ne sont pas du tout les mêmes quand on a un public au sein de son entreprise qui apporte des visions différentes, qui sont non stéréotypées ou qui ne correspondent pas à un esprit de corps, mais qui permettent d'avoir des approches très différentes et beaucoup plus riches. Donc la richesse, c'est bien celle de la différence. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un sujet qui est particulièrement important, si tu le permets, Timothée. On va essayer de dépasser les soucis techniques et de se reconcentrer sur le sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, quand on développe une politique diversité, c'est qu'on œuvre de façon particulièrement importante pour la marque employeur. Il y a deux éléments qui sont importants sur le sujet de la marque employeur, puisque la marque employeur, c'est ce qui va permettre en interne de conserver les talents qu'on a dans l'entreprise. C'est qu'est-ce qui fait que dans un marché qui est pénurique, mes salariés ne vont pas partir à la concurrence qui va être plus attractive qu'eux parce que elle mène une politique justement d'ouverture à la diversité beaucoup plus importante, parce que elle mène une politique d'avantages sociaux plus importante. Donc c'est introduire des facteurs qui vont permettre à ses collaborateurs dans une situation où ils vont pouvoir mieux vivre ensemble, c'est aussi la capacité à capter pour le coup les CV dont on a besoin en expliquant que justement on a une politique différenciée et une politique particulièrement importante. La marque employeur, c'est aujourd'hui un des sujets majeurs des politiques ressources humaines et on ne construit pas une marque employeur en s'affranchissant du sujet de la promotion des diversités. L'élément complémentaire qui est particulièrement important, c'est aussi dans le deuxième concept RH particulièrement émergent en lien avec l'expérience client, c'est pour le coup l'expérience collaborateur. C'est s'assurer que ce qu'on prône en interne est conforme à la perception qu'ont ont les collaborateurs. Et ça, c'est un élément particulièrement important dans les process RH d'évaluer régulièrement le process de recrutement pour s'assurer que les candidats estiment ne pas avoir fait l'objet de discrimination et d'accorder aussi du temps de parole aux collaborateurs pour travailler sur leur perception des politiques diversité de l'entreprise. Est-ce que ce qu'on pense être le fruit des accords qu'on a par exemple négociés au sein de l'entreprise est réellement mis en œuvre et perçu par les salariés eux-mêmes? Justement, du coup, quand on parle de marque employeur et si on rejoint du coup la question de la diversité, hem, en quoi le développement d'une politique de diversité permet, du coup d'attirer et surtout aussi de le retenir les talents? Je parlais, il y avait moi, il y a un chiffre qui m'a toujours, je trouvais ça dramatique, hein, c'est que 50 des salariés, enfin des CDI étaient rompus avant même l'anniversaire de leur premier anniversaire en entreprise. Donc Oui, c'est quand alors même, déjà qu'on a du mal à les trouver, si en plus on les perd, même pas après un an, comment justement cette politique de diversité pourrait nous aider à les attirer, à les retenir? alors pour moi, il y a un premier élément, hein, c'est, déjà l'ouverture à la diversité, ça nécessite quand on présente le cadre, que la réalité, que va percevoir le salarié en arrivant dans l'entreprise
soit conforme à la promesse employeur. Et ça, c'est un élément déterminant. Pourquoi les gens quittent la structure? C'est parce qu'ils sont déçus par les conditions d'accueil, les conditions d'inclusion et souvent les conditions de travail. Donc il y a un vrai sujet dans le champ des politiques, de la politique recrutement d'ailleurs, hein, qui ne concerne pas que le champ des diversités, c'est accompagner le collaborateur dans sa prise de fonction. Alors aujourd'hui, on parle de ce qui relève de l'onboarding, c'est-à-dire accompagner le enfin, la pré-prise de poste par des outils de communication digitale qui permettent déjà de présenter l'entreprise au candidat qui a été recruté avant sa prise de poste, des séminaires d'intégration, et puis cette mesure de l'expérience collaborateur et notamment de l'expérience candidat pour s'assurer qu'ils sont bien dans leur poste et que si il y a des écarts entre ce qu'on leur a promis et ce qu'ils constatent, que des plans d'action correctifs puissent être mis en œuvre. Moi, je le redis, hein, la diversité, c'est une formidable opportunité pour l'entreprise de s'ouvrir à des profils différents qui vont apporter d'autres savoirs, d'autres leviers d'action et qui vont permettre en fait la richesse de l'échange. Ce qui, ce qui est pas forcément évident, notamment peut-être pour les plus petites structures, c'est accessible pour tous? Est-ce que ça dépend de quoi? Est-ce que ça dépend un peu de aussi de l'ADN du dirigeant? Qu'est-ce qui va faire au fait qu'une entreprise, elle arrive plus à développer la diversité qu'une autre? Alors, le constat qu'on peut faire, hein, c'est que globalement, toutes les entreprises qui sont pénuriques en ressources sont obligées de développer une culture diversité. C'est-à-dire que quand j'ai pas de candidat, eh ben, faut que j'ouvre mes chakras. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas mettre en place des politiques discriminantes ou discriminatoires plutôt, par rapport à certaines catégories. Hein, on le voit par exemple sur les call centers, si on parle du sujet ethnoculturel, parfois on peut avoir des concentrations d'un public avec des difficultés d'inclure aussi d'autres publics parce que l'habitude a été prise de recruter sur tel et tel profil et que souvent, en faisant appel à la cooptation, c'est à nouveau du clonage qui se réintroduit. Donc je pense que c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de volonté et de conviction du manager. De toute façon, on ne peut pas promouvoir la diversité sans que ça soit porté par le top management. Ça, c'est très clair, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc pas axé à la taille, mais plutôt en fait la volonté et les Bien moyens sûr. qu'on souhaite, y adosser. Alors, c'est pas une question de moyens, la diversité, hein. C'est une question, Pas tant plus de temps que ça? non. Non, 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 c'est, l'ouverture, à des filières de recrutement qui sont un petit peu, différentes, mais quand on est dans le besoin de candidats, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une question de survie, de l'entreprise et de son matériel de production. Le capital humain, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans, la culture d'une entreprise et je crois qu'aujourd'hui, enfin, il y a aucune entreprise qui peut faire l'économie, de, la réflexion sur, sa marque employeur. Justement, on va essayer de passer là dans la dernière phase là de la masterclass, plutôt du coup sur le côté, plus opérationnel, inspirationnel. Bah, déjà, j'avais envie de te poser la question, j'imagine qu'une entreprise comme vous avez mis en place en interne, vous en tant qu'employeur déjà, plein de choses sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques éléments d'action, pratiques, démarches, outils, je sais pas, qu'est-ce que vous faites en gros sur la diversité pour vous? Ah, on fait beaucoup de choses. Alors, et j'aurais cette démarche d'accompagnement si je devais accompagner une entreprise sur ce sujet-là. Alors, je précise que nous, on a un contexte particulier, hein, vous avez compris que, le sujet, de la diversité ou des diversités, c'est une partie de notre activité de conseil. Donc effectivement, on est un peu plus, outillé et équipé que, la moyenne des entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment on a procédé dans la construction de notre politique diversité. D'abord, on a une culture RH forte au niveau des instances dirigeantes. Tous les 4 membres du comité de direction sont, d'ex-DRH. Donc on a déjà cette sensibilité au sujet de, la pénurie, de ressources de candidats et donc la nécessité heu de s'ouvrir aux diversités et au-delà de la nécessité, de l'intérêt. C'est ça, hein, ne pas considérer que l'ouverture à la diversité, c'est une obligation. Non, c'est une opportunité de s'ouvrir à, des talents différents.
On a vraiment structuré, nous, notre démarche sur la question du mieux vivre ensemble et pour être dans une dynamique de mieux vivre ensemble, il faut être sûr que finalement, la seule chose qui intéresse mon manager et qui doit être prise en compétence, c'est mes compétences et mes performances. Que je sois blond, brun, roux, alors brune, rousse, grand, petit, ça ne regarde pas l'employeur. Et l'ensemble des critères de la discrimination ne concernent pas l'employeur. Globalement, c'est du moment que je fais le job qui m'est confié, que je suis compétent et performant, j'ai toutes les qualités requises. On est dans le cadre d'une démarche d'entreprise engagée, une politique d'amélioration continue, puisque vous avez vu que tout ça, ça prend du temps. Donc, comment on a procédé? Ben, simplement, d'abord, on a structuré nos process RH de façon très claire en posant comme principe que non seulement on s'engageait à prévenir les discriminations, à promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des chances, mais en plus à promouvoir la diversité ou les diversités au sein de l'entreprise. On a signé les différentes chartes qui existaient à l'époque, la charte de la diversité, la charte de la parentalité et la charte LGBT de l'autre cercle. Ce qui fait globalement quand même un panel relativement important de la couverture du spectre des diversités. On a adhéré, oui, Ouais, je te coupe juste par rapport à ces sujets, ces chartes. Parler du management, est-ce que du coup, on peut mettre en place une politique de diversité sans former des managers non. à la diversité? On reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là de façon très précise sur les trucs et astuces à mettre en place au sein des entreprises, mais la formation et l'accompagnement des managers a été un élément déterminant. Mais pour nous, comme on intervient sur ces sujets-là, nos managers sont eux-mêmes formateurs de nos clients. Donc, j'allais dire, c'est déjà un peu dans l'ADN du groupe. C'est lourd à voir les chartes. Alors, les chartes, c'est la première étape. C'est en fait la signature d'un document. Alors, en fonction de la charte qui est plus ou moins encadrée avec des plans d'action à mettre en œuvre, mais les chartes, elles ont un intérêt, c'est qu'elles vont pouvoir permettre d'afficher clairement dans l'entreprise que et auprès des collaborateurs et auprès des candidats, que l'entreprise s'engage à travers ces trois chartes-là à promouvoir la diversité. Donc, c'est pas très contraignant, mais c'est une première étape. Oui, même en image de la marque employeur, ça montre que l'entreprise est engagée en tout cas. Ça montre que l'entreprise est engagée, ça t'oblige quand même à ne pas être déconnant dans les pratiques internes, parce que sinon on te le dit, on te le fait remarquer gentiment. L'étape qui en fait va valoriser la démarche qui a été mise en place, en fait, c'est pour moi l'obtention des labels diversité et égalité pro délivrés par l'AFNOR, qui là se fait sous forme d'audit avec une véritable analyse des process RH, une véritable rencontre avec les collaborateurs, un cahier des charges des labels qui est clairement identifié et où là, en fait, tu as un observateur externe qui va valider ou pas que tu respectes les engagements prévus dans le cadre de ces labels, qui sont des engagements impactants, hein. Et là, on s'est aperçu, en fait, quand on regarde un petit peu les résultats des entreprises ou des organisations et de la typologie de ces entreprises organisations qu'il y a des entreprises de petite taille, il y a des entreprises de très grande taille, il y a à la fois des entreprises du secteur privé et il y a aussi des périmètres de la fonction publique. Donc ce sont des labels qui, pour moi, reconnaissent de façon très claire la qualité de la démarche diversité qui est mise en œuvre dans l'entreprise. Et puis la dernière étape pour nous, ça a été d'entrer dans la dynamique de société à mission, hein, où là, clairement, on identifie que dans nos statuts, qui sont des statuts d'entreprise et donc à vocation économique, la dimension économique n'est pas le seul critère qui est pris en considération, mais qu'il y a aussi des critères sociaux, sociétaux et environnementaux. Et nous, dans nos critères, on a clairement inscrit le fait qu'on était acteur de la promotion des diversités, et qu'on était acteur aussi du développement des politiques d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, au quotidien, du coup, si on devait un peu schématiser ou synthétiser les trucs et astuces pour faire en gros une bonne politique de diversité dans l'entreprise, ça serait quoi selon toi? Eh bien, j'ai fait tout le vadémécum de la liste. Dans le cadre d'un processus de recrutement, on se doit d'être reconnaissant auprès du candidat, d'avoir candidaté dans l'entreprise,
parce qu'il peut très bien aller voir le concurrent plutôt que nous. Hein. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que le candidat, c'est un client externe, et parfois c'est aussi quand on est en B2C, c'est aussi un client potentiel. Donc, c'est accuser réception de toutes les candidatures et informer du processus de recrutement, c'est-à-dire globalement, votre candidature va être étudiée par notre service. Si nous allons plus loin dans le processus de recrutement, vous serez recontacté sous tel délai, etc. C'est mettre en place un dispositif d'alerte pour les candidats qui pourraient s'estimer être victimes de discrimination. C'est un élément important, c'est-à-dire que donner la possibilité aux candidats d'avoir une ligne, par exemple, interne ou externe, pour prendre en considération le fait qu'il estime que, par exemple, son origine ethnoculturelle ou son âge a pu être un facteur de discrimination dans le processus de recrutement. C'est former ces recruteurs. Alors, recruteurs au sens global du terme, hein. C'est les recruteurs RH, mais aussi les recruteurs managers au recrutement sans discrimination. Comme je le disais, c'est ouvrir le sourcing de candidats. Hein, c'est aller vers des associations qui travaillent auprès de publics spécifiques, hein, pour drainer des candidatures un petit peu différentes de celles qu'on peut avoir habituellement. Je te coupe parce qu'on a une question justement un petit peu sur ça. La diversité n'enclenche-t-elle pas une forme de discrimination positive par moment? Alors, je ne sais pas si c'est de la discrimination positive, c'est plutôt une action positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand votre entreprise n'est pas le reflet de la population française, que vous avez des catégories qui sont très marquées, que vous avez conscience que votre politique, elle est potentiellement discriminatoire. Bah, oui, c'est un petit peu logique quand même de mettre des actions positives très clairement en travaillant à compétences égales. Hein, on ne peut pas rétablir une pyramide d'âge si à un moment donné, à compétences égales, on ne va pas favoriser certains profils plutôt que tel autre. Mais tout ça doit être expliqué. Hein, et c'est ce que je mets après dans le process suivant, c'est conduire un processus de recrutement en binôme RH et manager, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir se challenger l'un l'autre sur la qualité du candidat et de ses compétences et de ses performances, et si possible, un binôme mixte. Comme ça permet de se dire la question du genre ou de l'identité de genre n'est pas un sujet. C'est élaborer une grille d'évaluation du candidat avec des critères objectifs métiers comportant des compétences techniques et des compétences comportementales et une cotation de ces critères, de façon à assurer aussi la traçabilité, parce que quand un candidat vous dit j'ai été victime de discrimination, si vous n'avez pas de trace écrite, de critères objectifs, comment est-ce que vous rapportez la preuve que ça n'a pas été le cas? Donc ça, il faut aussi s'outiller pour s'assurer qu'effectivement, on n'a pas de pratiques à visée discriminatoire. C'est donner une réponse à chaque candidat, d'abord parce que c'est une question de courtoisie et de politesse vis-à-vis du client potentiel, enfin du client réel, hein, qui est ce candidat pour l'entreprise, et du client potentiel qu'il est par rapport aux produits et services. Et si le candidat souhaite plus d'informations, bah, c'est le prendre au téléphone et lui expliquer pourquoi il n'a pas été retenu dans le cadre du processus de recrutement, et objectiver les faits, parce que c'est ça aussi qui permet au candidat de grandir. C'est mettre en place un processus d'onboarding, donc j'ai parlé tout à l'heure déjà, c'est-à-dire préparer l'arrivée du collaborateur en lui donnant toutes les informations nécessaires dans le cadre de son arrivée. C'est mettre en place aussi un processus d'intégration. Et nous, typiquement, dans le processus d'intégration de tous nos nouveaux collaborateurs, je commence le processus d'intégration. J'ai fait le dernier processus début septembre. Il y avait une quinzaine de collaborateurs et j'explique nos choix, notre marque employeur, nos engagements sociaux, et on les forme, tous les collaborateurs, à notre vision de la diversité et de ce qu'on attend de chaque collaborateur dans le respect de l'autre, pour justement construire le sujet du mieux vivre ensemble. C'est-à-dire que non seulement nous formons les recruteurs au sens filière RH et manager, mais tous nos collaborateurs en interne sont formés sur le sujet. C'est aussi, je le disais tout à l'heure dans le cadre de l'expérience candidat ou expérience salariée,
réaliser une enquête de satisfaction client auprès des candidats non retenus pour évaluer la qualité du processus de recrutement. Donc régulièrement, on mène des enquêtes pour savoir un petit peu quelle est la perception des candidats. Et c'est donner de la visibilité sur son site corporate sur les engagements diversité mis en œuvre dans l'entreprise. Voilà un petit peu les trucs et astuces. Alors tout ça, ça peut être très impressionnant. Hein, et on se dit, Ça demande ça... du temps. Même. Je lis ça, je me dis, oulala, mais c'est le une boulot, PME, ça demande du temps. c'est le boulot des recruteurs. Mais quand on n'a pas de candidat, la première activité qu'on a, c'est qu'on doit en trouver. Donc effectivement, pour en trouver, il faut ouvrir le champ des possibles. Et ouvrir le champ des possibles, c'est un élément important de la richesse et c'est un élément contributif, je le rappelle, hein, de la performance sociale et de la performance économique. Ayons tout ça en tête. Hein. Le sujet, c'est pas celui des discriminations. Les discriminations, c'est quand l'employeur fait mal son job. Hein. Le sujet, c'est l'opportunité que donne et ça sera peut-être le mot de fin parce que nous avons démarré en retard, donc je ne sais pas si. On a encore des questions. Oui, oui, tout à fait. Ça paraît important de pouvoir répondre aussi au chat, mais il faut vraiment vivre le sujet de la diversité comme une opportunité et pas une contrainte. Si vous êtes dans une entreprise qui le vit comme une contrainte, effectivement, il y a des chances que ça ne marche pas. Il faut se dire que moi, entreprise qui a des besoins de recrutement, je peux faire de la diversité un vrai levier de performance, mais ça Très clairement. implique de former, de processiser, d'aller aussi chercher peut-être D'objectiver. d'objectiver, de s'outiller peut-être. Ouais, il y a une question qui m'anime aussi, c'est la question du handicap, parce que clairement, pour les PME, le handicap, pour eux, ils aimeraient, mais ils se disent, ils ne savent pas par quoi commencer. Ce serait quoi un peu le conseil que tu donnerais aux entreprises qui disent, OK, moi, je sais qu'autour de moi, j'ai des gens qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils voilà, ils ont des handicaps, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'arrive pas à trouver de vivier. Alors, je vais donner un exemple concret. Moi, quand j'ai commencé mon activité de conseil, on m'a expliqué que ces métiers-là ne pouvaient pas accueillir de personnes en situation de handicap. J'ai aujourd'hui 18% de travailleurs handicapés dans ma structure, c'est-à-dire que on est 120, donc j'ai plus de 20 collaborateurs qui sont en situation de handicap, sur des handicaps visibles, sur des handicaps invisibles, qui sont parfaitement compétents, parfaitement performants. Simplement, j'ai mis en place des process. Je me suis fait accompagner par la GFIP sur ces sujets-là, et parce que je porte la conviction que c'est une richesse pour l'entreprise et que quand un collaborateur, on sait qu'il y a un lien important en statistique entre l'âge et la genèse du handicap. J'ai plus de chances de développer une situation de handicap en vieillissant. Mais combien c'est réconfortant pour un salarié de voir que son employeur accompagne les personnes qui vont développer un handicap au cours de leur parcours professionnel. Donc aujourd'hui, c'est une obligation. Et c'est une obligation qui, chez nous, se fait dans la joie et la bonne humeur. Des structures qui peuvent nous accompagner sur ça? Bien sûr, il suffit de solliciter la GFIP sur la question du handicap et la GFIP a tout un tas de dispositifs, par exemple les diagnostics actions pour accompagner l'entreprise sur l'état des lieux et l'élaboration de plans d'action, sur la sensibilisation des équipes à travers les modules pro et les instants modules pro, sur les sujets de compensation du handicap. Il y a toute une palette en fait d'acteurs sur le handicap, l'AGFIP pour les entreprises privées et le FIP pour la fonction publique, qui sont de véritables relais, de véritables soutiens. Merci. Peut-être il nous reste. Juste une Oui. remarque, je te fais une proposition d'embauche à la fin de l'entretien, là, parce que j'ai l'impression que tu es rapidement monté en compétence. Peut-être, est-ce que vous avez des questions, ceux qui nous écoutent, ceux qui ne sont pas encore partis manger? N'hésitez pas à en profiter, il nous reste encore une petite minute. Oui, on est vraiment désolé des soucis techniques, le temps que les questions tombent, s'il y en a. Hein. On a une question convaincue que c'est une opportunité, mais une vraie source pour la croissance des équipes, mais difficile par moment à convaincre. Certaines personnes sont fermées, expertes en recrutement en milieu industriel, il est impératif de revoir notre vision du marché, donc 100% OK avec vous. Alors, moi, je crois que les personnes qui ont les yeux fermés vont très rapidement les ouvrir quand elles auront plus de candidats. Le plein emploi, c'est une vraie opportunité pour le coup de booster la politique
diversité dans les entreprises. C'est-à-dire que quand il y a plus le choix, à un moment donné, tout employeur va devoir ouvrir ses chakras. Alors qu'il le fasse par conviction, c'est quand même beaucoup mieux. Qu'il le fasse par contrainte, c'est quand même nettement moins top, mais c'est une réalité aujourd'hui. Personne ne peut s'exonérer de cette question-là dans l'entreprise et personne ne peut avoir non plus des dégâts du côté de la marque employeur parce qu'il n'a pas structuré sa politique diversité. Vous savez, il y a quand même quelques indicateurs, hein. Vous regardez le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, vous regardez l'indice égalité professionnelle qui doit être publié sur les sites des entreprises. Vous avez là déjà des indicateurs très clairs de leur maturité sur le sujet. Merci Jean-Luc. J'ai envie de dire écologie, diversité, même combat, hein. On parlait de sensibilisation, de convaincre. Au fait, j'ai envie de commencer par convaincre la direction que ce sujet-là, c'est un super sujet de performance pour les Mmh. entreprises. Et je pense qu'on arrivera aussi à accélérer la transition en matière de diversité dans les organisations. Ce fut un plaisir de mener cet échange et on espère en tout cas que ça vous a aussi donné envie de pouvoir investiguer plus le sujet. Il y a plein de ressources aujourd'hui qui existent, donc n'hésitez pas à faire preuve de curiosité. Merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir.